Bonjour à tous, bienvenue sur la TV 42, bienvenue sur The Vault 42, yes, welcome, je suis DozGeek, ok, understood, je suis DozGeek et vous êtes bien sur la TV 42 et je suis accompagné de ma copine de Blade Runner. Bienvenue à vous. Comment allez-vous ? Encore une fois, bienvenue. Ah, quelqu'un m'appelle. Alors. J'ai toujours des appels pendant que je suis en live, c'est incroyable. Hop, on va faire ça, toc, voilà. Donc, bienvenue à vous, j'espère que vous avez la forme, que tout se passe bien, que vous n'êtes toujours pas coronède. Et puis on se retrouve pour ce nouveau mercredi, le mercredi 25 novembre 2020. Mia Jovovich, non c'est pas Mia Jovovich, c'est la fameuse mannequin qui est dans Blade Runner, je crois 2099, avec l'acteur qui succède à Harrison Ford. Et qui est à la recherche de Rick Deckard, n'est-ce pas ? D'ailleurs, je me souviens plus quel est le nom de l'acteur qui incarne le Blade Runner dans la nouvelle version de Blade Runner 2099. Ça va me revenir. C'est l'acteur qui joue dans Drive, d'ailleurs. Donc, on se retrouve sur ce nouveau live éducatif en quelque sorte, puisque confinement oblige, et puis c'est en quelque sorte le confinement qui a déclenché les premiers lives éducatifs. Et donc, depuis la semaine dernière, le live éducatif a évolué un peu en mode live plutôt éducatif, éducation à l'image, voilà, autour de l'image, autour des films. Et donc on est un peu plus en mode analyse de films, et c'est ça qui est assez sympa quelque part, parce que ça permet de redécouvrir des vieux films, ou de vous en faire découvrir si vous ne les connaissez pas tous, puisque évidemment on n'est pas censé tout savoir, évidemment. Et puis le cinéma, les films, ça fait aussi partie de la culture générale, aussi bien en matière artistique, mais aussi en matière d'analyse des sujets de société, en matière de traitement de tous ces sujets-là, et en matière d'éducation à l'image, comment sous tous ces sujets sont amenés, quel est le mode de traitement. Donc tout ça, on va étudier tout ça, voilà. On va essayer de décrypter toutes les techniques qui sont utilisées de manière générale sur la réalisation de ces films. Sauf nous, DozGeek, on sait tout sur rien, c'est déjà beaucoup. C'est pas mal aussi. Alors pour l'occasion, voilà, on teste un nouveau décor, j'espère que ça rendra bien. Tiens, d'ailleurs, je vais passer en full cam, voilà. Comme ça, vous allez bien profiter pleinement du nouveau décor, en mode un peu plus streamer sur Twitch. Voilà, parce que apparemment, c'est plus raccord avec l'univers de Twitch. Voilà, je vous invite à prendre un café aussi chez vous, si ce n'est déjà fait, ou un thé, ou n'importe quelle boisson, à vous asseoir dans votre canapé, et puis à vous bloquer les 2 prochaines heures, puisqu'on va parler aujourd'hui de ce fameux film de science-fiction, un film d'anticipation en quelque sorte. On va parler de Soleil Vert, comme c'est marqué dans le titre. Soleil Vert en français, mais c'est aussi Soylent Green en anglais. Salut Diogo. Tiens, je vais faire un petit coucou à tous les viewers qui sont là. Déjà, Babou, c'est fait, puisque Babou, c'est toujours un des premiers. Donc bonjour à Babou, bonjour à Diogo, et voilà, et c'est tout, et on a fait le tour. C'est toujours comme ça quand on commence. Ok.
Bien, alors, donc la semaine dernière, nous avons étudié le film Le Loup-garou de Londres, dont je vous invite à regarder le replay de ce live sur la chaîne YouTube de la TV42 si vous avez loupé le live de la semaine dernière. Vous verrez, on parle de beaucoup de choses hyper intéressantes autour du film. C'est toujours très intéressant d'étudier les coulisses de ces films, comment ils ont été réalisés, comment ils ont été tournés, les anecdotes autour de ces films, et puis aussi le contexte d'actualité, la société au moment, à l'époque où a été réalisé ce film, parce que tout est lié, on peut pas le nier. Et forcément le contexte, les conditions de tournage, tout ça, les conditions de vie, conditions environnementales, conditions sociétales, tout ça, ça influence forcément le processus artistique, ça influence le réalisateur, ça influence les acteurs dans leur interprétation, dans leur intervention dans la réalisation d'un film. Je suis là rien à cause de ce film trop beau. Rien que pour ce film, d'accord, c'est cool. J'en ai vu des films. Eh bien, c'est très bien. Mais je pense que une vie ne suffirait pas pour faire le tour de tous les films qui ont déjà été faits. Mais c'est pas grave, il faut faire quand même. Et donc, j'aime bien ce genre de live, analyse de films, parce que je trouve que la nouvelle génération, ils ne connaissent pas tous ces films, et je trouve que ça manque aujourd'hui dans le paysage audiovisuel, même internet actuel. Ça manque de contenu pour intéresser les jeunes d'aujourd'hui à ce genre de culture. Sinon, ils ne vont connaître que les blockbusters, que les films qui sortent sur les 10 dernières années. Il faut qu'on leur fournisse, qu'on vous fournisse les clés pour décrypter tous ces films et pour connaître les bases du cinéma, quelque part. J'ai aimé ton poster en Charlton Heston sur le Discord. Ah, c'est sympa. Oui, la petite manipulation pour la pub Instagram. J'aime bien faire ce genre de petits visuels pour communiquer, puis quelque part pour donner envie aux gens de venir, et puis pour se mettre dans l'ambiance du film, dans l'univers du film. Moi, le film que j'ai plus vu, c'est Venom. Le nouveau Venom dans l'univers Spider-Man. Bien, si vous êtes prêts, alors n'hésitez pas à me dire si la musique est un peu trop forte, si le fond sonore, on essaye de travailler un fond, une ambiance assez cosy sur ce live. Aujourd'hui, Jean-Christian a les mains libres, il est parti, voilà, il a quartier libre, donc je suis en roue libre sur la TV42, je suis tranquille, normalement pas de fail à l'horizon. Allez, on part sur ce nouveau live de film, sur le live autour du film Soleil Vert. Ça n'a rien à voir avec des films de super-héros. Oui, pour le coup, Soleil Vert, ça n'a rien à voir avec des films de super-héros. On est plus dans la science-fiction. Mais c'est tout aussi intéressant. Puisque quelque part, ces vieux films-là ont aussi influencé pour la réalisation des films de super-héros par la suite, en termes d'effets spéciaux, en termes de réalisation, de découpage, de mise en scène, etc. Soleil Vert est plutôt un film prémonitoire ou un regard sur le futur réel. Exactement. Et je pense que Babou a tout dit. Je pense que il est temps d'arrêter ce live, de mettre un terme à ce live, puisque tout a été dit en juste une phrase. Et Babou est absolument incroyable à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il a cette capacité à synthétiser de manière hyper efficace mes propos. Donc, on met un terme à ce live. Bon après-midi à vous. À la prochaine sur la TV42. Bye bye. Non, je rigole, bien sûr. Allez, on est parti. Hop, on va faire ça. On est parti sur l'analyse du film. Si vous êtes prêts, bien sûr. Voilà.
C'est pour ça que je ne fais plus de live. Je résume trop. Ouais, à chaque fois, je suis obligé. J'en reviens à faire des lives de 2 minutes. C'est pas possible. Alors, nous voici dans l'univers de Soleil Vert. Alors, déjà, il y avait une erreur à l'époque. Ce film sorti en 1973, il y avait une erreur à l'époque au niveau de la traduction du titre, puisque le titre original en anglais, en américain, était Soylent Green. Et donc, la traduction en français a été un petit peu trop loin ou un petit peu trop à côté, puisqu'elle l'a traduit en mode Soleil Vert. Mais c'est pas du tout ça la traduction originale. Enfin, Soylent Green, c'est autre chose. Soylent Green, c'est le nom de la compagnie qui fabrique les plaquettes, les tablettes alimentaires. Donc, mais on va voir ça, on va creuser tout ça. Allez, c'est parti, image suivante. Et je vais masquer le chat pour ne pas parasiter avec les infos. Voilà. Donc, le titre original, Soylent Green, avec l'affiche du film français quand il est sorti en France en 1973. Production américaine, évidemment. Durée 1h33. Sortie officielle le 9 mai 1973, les amis. Et le genre science-fiction, ou plutôt même film d'anticipation. Et vous allez voir, on en parlera tout à l'heure, vous allez voir que science-fiction et anticipation, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a différentes nuances. Donc, le réalisateur du film, c'est Richard Fleischer, avec une musique de Fred Miro. Ce film est inspiré du roman Soleil Vert, publié en 1966 sous le titre original Make Room, qui veut dire en anglais Faites de la place, par pitié. Un livre écrit par Harry Harrison qui décrit un New York surpeuplé où s'entassent des millions de chômeurs, où les automobiles ne roulent plus et où règne le rationnement et la violence. Seule une classe de riches privilégiés profite des maigres ressources encore disponibles. L'action se situe non pas en 2022 comme dans le film, enfin je veux dire dans le livre, l'action se situe en 1999 dans le futur et non pas en 2022. Dans le film, elle se déroule en 2022. Ah ouais, 47 ans. Il a 47 ans ce film, eh oui. Tu connaissais pas ce film de Soleil Vert, Diogo? Eh bien, je vais te le faire découvrir et j'espère qu'après ce live, ça t'aura donné envie de le regarder. Donc c'est une production Metro-Goldwyn-Mayer avec les personnages principaux qui sont interprétés par Charlton Heston, évidemment, que vous pouvez voir la première vignette avec la casquette bleue, qui incarne le détective Frank Thorne. Ensuite, on a la jeune actrice Lee Taylor-Young qui incarne Shirl, et un très joli minois. Hein. Vous pouvez regarder, vous pouvez taper sur Google, vous allez trouver des très jolies photos. Le troisième personnage principal, qui est Edward G. Robinson, qui incarne Solomon ou Sol Roth. Et donc un personnage très âgé et qui est aux portes qui est proche de la fin de sa vie dans le film. Edward G. Robinson, qui est un grand acteur américain, hein, qui a joué dans beaucoup de films noirs, de vieux films classiques d'Hollywood. Et donc là, je crois, c'est le dernier film de sa carrière à Hollywood, puisqu'il était atteint d'un cancer au moment du tournage. Là, tu nous parles d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais c'est pas grave, justement, c'est fait pour les moins de 20 ans, pour enrichir leur culture personnelle. J'ai regardé le film Mission Impossible à la télé, du coup je vais le regarder peut-être. Mais tu feras bien, mon cher Diogo, tu feras bien, et tu feras même bien de regarder aussi la série télé d'origine de Mission Impossible. Allez. Il joue à merveille dans ce film, exactement. Et j'aime bien aussi Charlton Heston. Même si, effectivement, par la suite... dans nos années plus récentes, il est connu pour avoir été le chantre, le représentant à Hollywood de la Ligue pour les armes, le lobby des armes aux États-Unis.
Donc voici un petit résumé du film, le synopsis déjà, pour avoir un tour d'horizon, pour avoir une vue d'ensemble, avec justement cette affiche, cette jolie affiche, une déclinaison sur le thème de Soylent Green qui a été réalisé par un graphiste de talent et qui résume bien l'ambiance du film. Donc l'histoire du film se déroule, on l'a dit, en 2022 dans la ville de New York où, comme dans le reste du monde, la pollution et la surpopulation ont cours. Le manque de nourriture amène les autorités à créer des aliments artificiels et industriels conçus par la société Soylent, d'où le titre Soylent Green. Le détective Thorne, assisté par le vieux professeur Sol Roth, qui est aussi son colocataire, véritable mémoire du temps passé, enquête sur la mort d'un certain Simonson, qui est un riche privilégié proche des cercles dirigeants. Alors qu'il progresse dans son enquête, Thorne va s'apercevoir que cette caste, cette élite, fait tout pour l'empêcher de découvrir la vérité. Qu'est-ce qui se cache derrière cette vérité ? Qu'est-ce que l'élite a à cacher au peuple ? Et donc vous pouvez voir sur ces premières images extraites du film les émeutes quotidiennes, les scènes de foule dans la rue qui sont provoquées par les distributions alimentaires. Ça, c'est une autre histoire. Oui, Charlton Heston, c'est une autre histoire. Bien. Avec de nouvelles images, donc des scènes de ces émeutes. Également, tout en haut, un des premiers écrans du film avec ce fameux titre The Year 2022, The Place, New York City, The Population, 40 million people in New York City. Donc le film commence par une succession d'images présentant l'industrialisation de la planète amorcée au 19e siècle et amplifiée durant le 20e siècle puis le 21e siècle. Celle-ci conduisant inévitablement à la surpopulation et à la pollution mondiale. Les ressources naturelles étant désormais épuisées, la population est nourrie par Soylent Industries, qui a en quelque sorte le monopole sur ces produits alimentaires. C'est une entreprise qui fabrique des aliments de synthèse à partir du plancton océanique. L'action du film se déroule à New York en 2022. La métropole est devenue une mégapole de 44 millions d'habitants. Il règne en permanence une température élevée, souvent autour des 33 degrés en moyenne, ça va rappeler des petits souvenirs à Black Devil. L'eau est rare, la faune et la flore ont quasiment disparu. La nourriture issue de l'agriculture a également disparu. Quelque part, on n'en est pas loin aujourd'hui. La plupart des habitants n'ont pas les moyens d'acheter des aliments naturels, les prix étant devenus exorbitants. C'est aussi la situation d'aujourd'hui. Ils en sont réduits à manger des produits de synthèse, sous forme de petites tablettes, fournies par la multinationale Soylent Industries, sous forme de tablettes carrées, de couleur jaune, rouge ou bleu. Tiens, aujourd'hui, on est mercredi, j'ai envie de prendre une petite tablette bleue. Voilà, j'ai fini mon repas, merci. Ah, et Black Devil qui vient de nous rejoindre. Du coup, c'est un peu un film d'inspecteur, d'action et de la fiction, non ? Alors oui, tu n'es pas loin, Diogo, tu chauffes, et je t'invite à rester puisqu'on va en parler. Effectivement, c'est une enquête dans le futur. Et donc, salut Black Devil, love, partout. Mais un jour, donc, un nouvel aliment est lancé, le Soylent Green, donc de nouvelles tablettes, mais cette fois-ci de couleur verte. Et donc, jour de distribution, ce jour-là, eh bien, des émeutes de citoyens affamés se forment à chaque fois et sont sévèrement réprimés à l'aide d'engins appelés des dégageuses, comme on voit sur la photo, des sortes de camions-bennes munis d'un large godet qui permet de ramasser les émeutiers à la pelle et afin de canaliser les émeutes. Voilà. C'est vraiment des scènes dans le film, c'est très impressionnant. Puisqu'en fait, ils les prennent
ils prennent les gens dans la masse comme ça, dans la foule, et ils les balancent comme de la viande. Voilà. Donc c'est presque choquant comme image. Et déjà, rendez-vous compte, en 1973, c'est pour dire l'avant-garde, le côté anticipation et côté très innovant en matière de plans et de représentation, ce que représentaient ces plans au niveau de la population, au niveau de la société. Ok. Image suivante. Donc encore une fois, des images tirées du film pour essayer de vous plonger dans l'histoire du film. Les plans sont bien. Alors vous voyez, c'est quand même un peu kitsch, hein, le décor, tout ça, mais on est en 1900, dans les années 70, les amis. Donc c'est fait avec les moyens de l'époque. Donc Frank Thorne, un policier détective de premier ordre du New York Police Department, vit avec son ami Solomon Sol Roth, un vieux juif lettré, dans le petit appartement délabré d'un immeuble surpeuplé où la cage d'escalier est occupée par de nombreux sans-abri de manière permanente. Sol, évidemment, peste contre l'état du monde et à la nostalgie du passé, un peu comme nous, mon cher Babou. Tandis que Thorne se contente des seules choses qu'il a connues, à savoir la nourriture synthétique et la canicule perpétuelle. Et là, j'ai envie de dire, un peu comme Black Devil, quelque part. Babou qui avance sur Fallout, cool. Très Cosmos 1999, c'est l'inspecteur Sherlock. Dans le même temps, William Simonson, un des dirigeants de la société agroalimentaire Soylent Corporation, est exécuté dans son appartement situé dans une tour sécurisée des beaux quartiers de la ville. Donc c'est dans l'image tout en haut, à gauche de votre écran, là-haut on est dans son appartement, vous voyez le cadavre. Et donc la personne qui est debout, qui s'adresse à Charlton Heston, donc à Thorne, est son garde du corps. Malheureusement, le garde du corps était absent le soir du crime. Oh, c'est ballot! Qu'est-ce qu'il a bricolé, le garde du corps? Bah, c'était mon soir de congé. Incroyable. Et donc, Thorne est chargé de l'enquête et va découvrir que cette affaire, un peu trop rapidement étiquetée comme étant un crime crapuleux, se révèle être en fait un assassinat visant à empêcher Simonson de révéler un terrible secret. Thorne donc découvre que le garde du corps du dirigeant est complice du meurtre car il était absent au moment du crime et le système de sécurité était en panne comme par hasard. Et donc à la suite de l'enquête, Thorne va rapporter chez lui divers objets subtilisés sur les lieux du crime, dont quelques aliments frais qu'il va prendre dans le frigo, de la viande et du bourbon pour les partager avec son vieux colocataire Sol. Oui, c'est assez surprenant dans le film. C'est-à-dire qu'il est sur le lieu de l'enquête, sur le lieu du crime, et puis comme il fait partie de la classe ouvrière, hein, la classe sociale de faible niveau, tout en bas, comme dirait JP Fanguin, comme quand il a l'occasion de rentrer dans un appartement, dans une résidence de la haute société, il en profite, hein, du coup il va se servir dans le frigo. Puisque lui, il est habitué à manger de la nourriture synthétique, comme je vous l'ai déjà dit. Les films d'inspecteurs, c'est mon truc. Ah ben c'est cool, donc ça devrait te plaire. Donc poursuivant son enquête, Thorne revient dans l'appartement du crime où il va petit à petit nouer une relation avec la compagne de Simonson, Shirl, comme on peut voir juste au-dessus de moi, qui est un petit peu Shirl, qui est un petit peu l'animal de compagnie du riche, hein, de Simonson. Puisque dans cette résidence, elle a un peu le statut de simple mobilier, et donc femme de compagnie, puisque dans ce film, voilà, dans le futur, il faut le savoir, en 2022, je vous préviens les streameuses sur la TV 42, dans le futur, la femme sera réduite à l'état d'objet ou d'animal de compagnie. Voilà. Donc commencez déjà à vous préparer à cette idée. Mais non, les féministes, calmez-vous. Non, c'est bon, je disais des conneries. Voilà, on est dans la science-fiction. C'est pas pour de vrai, ok? Donc, il se trouve que dans ce film, les riches
les hommes, les vieux patriarches très fortunés, comme diraient certaines féministes, se payent les services de femmes très, très jolies visuellement, physiquement. Et donc, le fait d'avoir un statut très élevé dans la société permet de s'offrir quelques petites choses, quelques petits services, et notamment, voilà, ça permet d'obtenir un certain statut et de s'acheter des personnes à son service, dont notamment des jolies femmes. Je n'en rajouterai pas plus. C'est ce qui se passe dans ce film, en tout cas. Mais bon, toujours est-il que Thorne va rentrer dans une phase de séduction avec cette très jolie jeune femme, Shirl, qui elle, en voyant Thorne, va se rappeler de sa condition dans les basses couches sociales avant d'être embauchée par ce richissime Simonson. Et donc, quand elle voit Thorne, elle reconnaît quelqu'un de sa classe sociale. Donc quelque part, ça la rassure et elle se reconnaît dans ce personnage. C'est pour ça que cette relation s'instaure entre les deux. Et évidemment, pour Thorne, ça représente aussi l'objet inaccessible, ce qu'il ne pourra jamais atteindre. On est toujours attiré par ce qu'on ne peut pas toucher, ce qu'on ne peut pas avoir. Ouais, le mec, c'est Sherlock et son ami en quête un peu... Alors, image suivante. Donc pendant le temps de l'enquête et des déplacements de Thorne, son vieux compagnon d'infortune Sol va se décider finalement à se rendre à l'échange, comme on voit juste à côté de moi là. Non. Une sorte de bibliothèque où se réunissent des gens instruits, souvent des personnes âgées, les anciens de la société, une sorte de comité des sages consultatif pouvant émettre un avis auprès d'instances internationales. Et donc Sol leur montre les 2 rapports d'activité de la société Soylent Corporation que Thorne avait découverts chez Simonson. Face aux conclusions du comité, horrifié et désemparé, Sol comprend pourquoi Simonson a été assassiné. Il découvre le poteau rose. Il décide alors d'aller au foyer, les images au-dessus de moi, endroit où on se fait euthanasier. Voilà, c'est triste et c'est assez effrayant, mais dans le futur, dans la société du futur, quand on sent qu'on est trop vieux, quand on en a marre, quand on en a marre avec la vie, quand on a décidé d'en finir, ça fait partie du cycle de la vie, du cycle de la société. On va se faire euthanasier au foyer. Voilà, la société du futur encourage les citoyens à aller se faire euthanasier d'eux-mêmes. C'est un moyen de réguler la population de manière naturelle. Salut tonton la groseille, l'homme qui bouffe du vieux. Toi, je crois que tu sais de quoi je parle, là. Tu sais de quoi on parle aujourd'hui sur ce live. Ok. Je vois que nous avons un connaisseur. Et donc, le mercredi après-midi, ça commence à devenir le rendez-vous du club du 3e âge sur la TV 42. C'est les connaisseurs, voilà, c'est le PMU. Et donc voilà, on voit Sol qui s'est réfugié au foyer pour se faire euthanasier, pour finir sa vie de manière paisible, la plus paisible possible. Thorne, évidemment, apprend cette nouvelle et donc il arrive trop tard au foyer pour empêcher Sol de mourir. Mais il réussit quand même à assister aux dernières minutes de son ami. Et donc, ces dernières minutes, en quoi elles consistent ? C'est-à-dire que le processus, en fait, dans ce foyer, pour euthanasier les personnes âgées dans cette société, on les met dans une pièce avec un immense écran, et sur cet écran, on voit défiler, en écoutant par exemple un extrait du premier mouvement de la 6e symphonie de Beethoven, la pastorale, on voit défiler les images de ce qu'était la Terre autrefois, des paysages magnifiques, la vie sauvage, la beauté de la nature. Et avant de mourir, Sol a quand même le temps de demander à Thorne
de trouver la preuve que la société Soylent n'est pas vraiment ce qu'elle prétend être. Puisque Sol a découvert le poteau rose, je vous rappelle, il sait ce qui se cache derrière Soylent, il sait quels sont les noirs desseins de cette société, cette sombre société. Il a découvert le complot. Ah, complotiste, ah! Et il demande à Thorn, c'est sa dernière volonté, il lui demande de trouver les preuves pour démasquer les complots, les mauvaises actions de la société Soylent. Ok ? Image suivante. Suite à cet échange avec Sol, Thorn parvient donc à se glisser dans l'un des camions bennes qui emmène évidemment les cadavres à l'extérieur de la ville. Vers un crématorium évidemment. Et donc en explorant les locaux de l'usine, il découvre alors que le Soylent Green est en réalité fabriqué à partir des cadavres de personnes euthanasiées. La boucle est bouclée, j'ai envie de dire. Non mais moi quand j'ai vu ce film la première fois, bon j'étais très jeune, quand j'ai compris ce que c'était, ça m'a marqué aussi, ça m'a choqué. C'est assez effrayant d'imaginer qu'un jour ça pourrait arriver. Et donc sur la table déroulante de la chaîne de production de l'usine, vous pouvez voir sur ma droite la quantité infinie de tablettes vertes, les tablettes de Soylent Green qui défilent et qui sont faites à partir d'humains. Et donc, selon le discours officiel, cet aliment est censé être fabriqué à partir du plancton. En réalité, même les océans sont devenus stériles et l'anthropophagie fait désormais partie intégrante de la chaîne alimentaire humaine et en est même le principal maillon. L'anthropophagie, le fait de manger les gens de son espèce. Pourchassé par les tueurs au service du gouverneur, dont notamment l'ex-garde du corps de Simonson, tiens, c'est pas comme par hasard, ce soir-là, il n'est pas en congé. C'est bizarre. Thorn finit par être grièvement blessé. Et quand son supérieur finalement arrive à sa rescousse, Thorn lui dit tout ce qu'il sait, et donc il lui dit que le Soylent Green est fabriqué avec des gens. Il lui dit en anglais « Soylent Green is people! Soylent Green is people !» Comme dans la planète des singes. Mon Dieu, ils l'ont fait sauter. Ça parlera à certains d'entre vous, les cinéphiles. Donc Soylent Green est fabriqué avec des gens à l'image du bétail utilisé pour faire de la nourriture. Il supplie donc son supérieur de tout révéler. Mais évidemment, celui-ci semble acquiescer, mais vous vous doutez avec une certaine ambiguïté sur ses intentions futures. On ne sait pas vraiment si il va décider de révéler tout ça au public, au risque de créer la panique générale et donc la révolution, ou si il va au contraire garder tout ça pour lui sous la pression des riches industriels, des lobbies industriels et évidemment de sa hiérarchie qui doit être largement arrosée par tous ces lobbies. Finalement, alors qu'on l'emmène sur un brancard, Thorn parvient quand même à crier à la foule assemblée autour de lui, puisque évidemment dans le futur il y aura de la foule partout, même si ça commence déjà aujourd'hui. Donc il crie à la foule autour de lui « Soylent Green, c'est les gens, écoutez-moi s'il vous plaît, mesdames et messieurs, Soylent Green, c'est les gens. Soylent Green is people. » N'est-ce pas ? Et rappelez-vous bien de ça, les gens qui regardaient la TV 42. Soylent Green is people. And McDonald's is people too. Non, j'ai rien dit. Quoi ? Tu veux dire que les hamburgers, la viande, les steaks dans les hamburgers de McDonald's sont faits à partir de gens, de personnes humaines ? Je n'ai jamais dit ça. Sur ma vie, jamais. Je ne prétendrai jamais ce genre de choses. Attends, mais c'est bizarre. Tu veux dire que... Et en plus, les McDonald's, ce sont les seuls restaurants aujourd'hui qui sont ouverts malgré le confinement. Ah, je n'ai rien dit. Je ne veux pas rentrer dans un cercle complotiste. Non. Je n'ai rien dit. Pas de fuite, s'il vous plaît. Pas de dérive complotiste sur ce live.
Comment passer pour un fou? Même aujourd'hui, personne ne te croirait si tu criais au steak humain. Et c'est bien là le problème, effectivement. C'est bien là le problème. Même si c'était vrai, je crois que 90% des gens me traiteraient de complotiste. Et ils continueraient à manger au McDonald's et à faire la queue. Vous avez vu? Non, mais sincèrement, vous avez vu les queues de voitures au drive du McDonald's pendant le confinement? Vous avez vu la vidéo de colère, de coups de gueule des restaurateurs qui sont diffusés sur Facebook ou autre pour gueuler par rapport au McDonald's? Enfin bon, c'est un autre débat. Passons à l'image suivante. Oui, c'est clair. Donc, nous voici arrivés dans le contexte du film, justement. Et c'est très intéressant, d'ailleurs. Ça va nous permettre de rebondir aussi sur l'actualité. Donc, le roman original Make Room, faites de la place, s'il vous plaît, diffère en fait sensiblement du film. Je vous rappelle ce roman qui a été publié en 1966. Écrit par Harry Harrison, que vous pouvez voir en photo, juste à ma droite. Le thème central de ce livre est le risque d'explosion démographique, toujours une crainte à une époque où la dénatalité n'a pas encore remplacé le baby-boom et où l'opinion conservatrice américaine s'oppose au contrôle des naissances pour des raisons principalement religieuses. Oui, le sujet principal du livre, à l'origine, c'était le problème d'explosion démographique. Pas forcément le problème d'écologie, de pollution, de surconsommation et de surindustrialisation de la société. L'entassement, le manque de place, menace donc au nord comme au sud dans le monde entier. Par ailleurs, la violence urbaine fait son apparition. Et enfin, la contre-culture est en train de naître dans le quartier bohème de San Francisco, résolument anti-industriel avec le mouvement des hippies qui commence à arriver. Et donc c'est dans ce contexte que va naître Make Room, au départ qui était un récit moins écologiste que malthusien. Malthusianisme qui est un mouvement de pensée qui va s'orienter davantage sur la régulation de la population, comment arriver à réguler la population. Comment arriver à régler des problèmes socio-économiques en essayant de mesurer le développement de la population humaine sur Terre. Le roman est donc un plaidoyer appuyé en faveur de la contraception et du contrôle des naissances, s'en prenant clairement aux églises et aux conservateurs américains. Le film, en revanche, sorti en 1973, est tourné, lui, en 1972. Et depuis l'époque du roman, c'est-à-dire on est à peu près 7 ans après, l'ère du temps a changé. La peur de l'explosion démographique commence à s'éloigner des pays industrialisés, elle passe désormais sans disparaître complètement derrière une nouvelle angoisse, la destruction de l'environnement et la raréfaction des matières premières. Et donc la pollution va devenir un thème récurrent dans l'actualité. Les premiers partis politiques et les groupes de pression écologistes vont commencer à s'organiser. Et déjà en 1972, dans les premiers rapports officiels, on annonçait la fin du monde ou le jugement dernier si rien n'était fait pour inverser les tendances consuméristes, pour freiner cette explosion de la société de consommation. Soleil Vert, c'est très important, ça, souvenez-vous de ça. Soleil Vert arrive donc commercialement dans un contexte idéal. Et donc, tout ce qui est réchauffement climatique, pollution, etc., les sujets qu'on nous rabâche aujourd'hui à longueur de journée, protection de l'environnement, etc., toute cette pensée, cette mouvance écologiste, ça existait déjà dès 1972. Et c'est dans ce contexte-là qu'est sorti Soil and Green. D'accord ? Pollution, tiens, j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps. Et donc cet aspect, ce souci de protection
de la Terre, de notre planète, ce souci de sensibiliser sur le réchauffement climatique, est venu se rajouter dans le scénario à l'aspect démographique pour réaliser ce film. C'est très intéressant, très intéressant. Et ce qui nous amène à l'écriture du scénario, évidemment. Petit moment café. L'écriture du scénario. Et là, avant de passer à l'écriture du scénario, j'ai envie de vous montrer la bande-annonce. J'aime bien vous surprendre. Bien. What is the secret of Soylent Green? New York City, in the year 2022. Nothing runs anymore. Nothing works, but the people are the same. And the people will do anything to get what they need. This is the police. What they need most is Soylent Green. The supply of Soylent Green has been exhausted. Return to your home. Les gens deviennent fous. What is the secret of Soylent Green? Detective Sergeant Thorne. He has a 2-year backlog of unsolved murders. Now he's on a case that must be solved. Saul Roth, Thorne's private library. Hey, Saul. A living book in a world without books. Have some pencils. Courtesy of your next assignment. William R. Simonson. Simonson. He was the first to learn the secret of Soylent Green. They told me to say that they were sorry, but that you had become unreliable. Saul Roth was the next to know. How do we come to this? And he chose to die rather than reveal the secret of Soylent Green. What is the secret of Soylent Green? Why did you set up Simonson? I didn't. Cheryl. Let's see your hands. Officially, she's furniture. She comes with the apartment. She belongs to the tenant. How many times you been in trouble with the police, Cheryl? Never. Elle vient avec l'appartement. Never. Captain Hatcher. First, he wanted this case solved. Simonson. What do you say? It was an assassination. Now, he just wants it closed. Who bought you? High and hot, and they want this case closed permanently. Their way. Now you sign this. Charlton Heston, un grand acteur. Thorne refuses to close the Simonson case. Just do what you have to do. Ça, c'est le tueur de Simonson. He took me to church. Church. Bless me, Father, for I have sinned. It has been 6 months since my last confession. Et le voilà dans l'usine. Charlton Heston, Edward G. Robinson, Chuck Connors, Lee Taylor Young, Brock Peters, Paula Kelly, and Joseph Cotton fight for survival and try to solve the most bizarre riddle ever to face mankind. The search for the secret of Soylent Green. You will find out why Soylent Green means life. You will find out why Soylent Green means death. We gotta stop him! What is the secret of Soylent Green? Please! Yes. On va revenir sur... On va essayer de trouver la page de titre. Soylent Green, voilà. Tiens, on va remettre aussi la chatbox. Hop, on va faire ça. Désolé, mais je dois bouger, mais je manquerai pas de visio la rediff. C'est cool, merci d'être passé, Babou. À la prochaine. Donc voilà, c'était la bande-annonce officielle, la bande-annonce d'origine du film Soylent Green, Soleil Vert.
Donc vous avez vu, c'est assez saisissant ces plans de foule, ces scènes d'émeute qui font penser très tristement aux scènes de révolte urbaines auxquelles on assiste régulièrement depuis plusieurs mois aujourd'hui dans différents pays occidentaux, que ce soit aux États-Unis ou en France avec le mouvement des Gilets jaunes. Alors ce ne sont pas forcément pour des émeutes de la faim, mais ça reste quand même des émeutes, des révoltes populaires avec différents motifs de révolte, différentes volontés, différentes demandes, dont notamment aujourd'hui les sujets qui nous préoccupent le plus, c'est le respect de nos libertés, qui se réduisent de plus en plus avec toutes les restrictions qui sont liées au Covid, mais même avant le Covid. Donc c'est très saisissant, et c'est pour ça que ce film semble toujours autant d'actualité, puisque moi ça me ramène aux images d'aujourd'hui, de tous ces mouvements, de tous ces manifs de gilets jaunes, de gens qui contestent, qui se révoltent contre les gouvernements, parce qu'il y a quelque chose qui ne va plus dans la société d'aujourd'hui. L'être humain en tant que personne, en tant que personne qui a des droits et des libertés, l'être humain n'est plus vraiment respecté dans notre société d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que ce film est toujours aussi parlant. Bien, revenons à notre cours. Voilà. On va remettre un petit peu de musique. Et bienvenue aux nouveaux arrivants sur la TV 42, sur ce live. Si vous êtes nouveau, si vous faites un petit passage, n'hésitez pas à nous faire un coucou dans le chat. Bien. Ce qui nous amène évidemment à l'écriture du scénario. Puisque maintenant on est un peu plus... on y voit un peu plus clair, vu qu'on a vu la bande-annonce. Pour ceux qui ne connaissaient pas le film, c'est déjà un peu plus clair. Vous voyez un peu plus quel est le sujet de ce film, quelle est l'ambiance, l'univers. Et donc on revient à l'écriture de ce scénario. Donc je vous disais, ce scénario qui a été écrit, qui a été tiré, qui est une adaptation du livre de 1966. Le titre c'était Make Room, faites de la place. Donc comme souvent à Hollywood, Soleil Vert, il a failli ne pas être tourné. La MGM évidemment n'aimait pas le scénario de départ, et la seule utilisation du thème de la surpopulation lui paraissait insuffisante. C'était une bonne idée, mais il fallait rendre le film plus frappant. Donc pour bien rendre compte des préoccupations écologiques du film, le réalisateur Richard Fleischer va recruter comme conseiller technique un certain Frank R. Bowerman, un ancien président de l'American Academy for Environmental Protection. Donc vous avez compris, un grand ponte, un représentant de la protection de l'environnement. Donc plus ou moins associé au script, l'auteur du roman Harry Harrison va donc batailler pour éviter la dénaturation de son œuvre, mais il reconnaîtra plus tard que les idées imposées par le studio étaient finalement excellentes, et notamment à la surpopulation vont donc être ajoutées l'euthanasie des vieillards, mais pas seulement, on aperçoit aussi des jeunes gens dans la file d'attente, parce que le suicide, dans cette société du futur, le suicide est ouvert à tous, et il y est même institutionnalisé. Et une autre idée aussi qui a été rajoutée au scénario du livre, une idée encore plus terrifiante, le Soylent Green, qui sera fait à partir de cadavres. C'est donc l'industrialisation du cannibalisme qui est mis en exergue dans ce film.
Et c'est pour ça que ça lui donne autant de... c'est pour ça qu'il est aussi prenant, en fait. L'océan agonise, hurle Robert Thorne dans le film. Non, c'est pas Robert Thorne, c'est Frank Thorne. Il y a une erreur, là. Le plancton a cessé d'exister. Telle est la cause qui est révélée à la fin. La cause de ce fameux cannibalisme qui est institutionnalisé. En plus, cette fameuse scène sensible de l'euthanasie de Sol, qui avait été décidée pour le film, ben, il faut savoir que cette scène de l'euthanasie, elle a été décidée presque au dernier moment. Avec des stock shots choisis par le monteur du film pour représenter les différents paysages. Les stock shots sont des vidéos de stock que l'on peut acheter, qui représentent souvent des vidéos de paysages, etc. Notamment pour cette fameuse scène où Sol Roth, joué par Edward G. Robinson, avant d'être euthanasié, devient le spectateur dans un endroit qui fait penser au futur dôme IMAX qu'on a eu ces dernières années. Et donc il regarde donc ces images qui font penser à des documentaires animaliers, des films sous-marins, des paysages naturels magnifiques, des images banales mais qui surgissent à l'écran après 1h30 de film. 1h30 de film où on n'a eu que des plans généraux d'un New York devenu un bidonville, baignant dans un brouillard permanent, jaunâtre, rempli d'émeutiers, affamés et dormant dans la rue. Donc le spectateur, il va entrer en empathie avec l'acteur euthanasié, puisqu'il va comprendre que toutes ces images auxquelles on est habitué, les paysages, la beauté de la nature, tout ça, il va comprendre que tout ça n'existe plus. Tout ça a été détruit par la pollution. Et donc il va rentrer en empathie à cause de ça, il va rentrer en empathie avec Sol. Il va se rentrer dans la peau de ce personnage. Et c'est d'autant plus saisissant puisqu'il va... par ce moyen-là, le spectateur va ressentir ce que ressent Sol. Le cinéma, c'est ça. Hein. C'est aussi ça, c'est faire passer des sensations, des sentiments. C'est pour ça que c'est un art. Le film décrit en outre des politiciens corrompus, des nantis cyniques, repliés sur eux-mêmes dans leur tour d'ivoire sécurisée. Et plus bas, dans les rues, on a des scènes d'émeutes qui renvoient évidemment aux pires sociétés staliniennes, voire à des images de camps de concentration. L'allusion notamment au goulag est d'ailleurs manifeste pendant la scène de l'échange. Vous savez, on a parlé de ça, l'échange, la bibliothèque des sages, avec le comité des sages, où une des lectrices dit « Dieu n'est plus là ». On a d'autres modifications qui ont été aussi apportées par rapport au script original. Par exemple, la scène où Sol et Thorne partagent un repas de la Belle Époque qui n'était pas dans le script original. Elle a été rajoutée par Richard Fleischer à la demande de Charlton Heston et d'Edward G. Robinson eux-mêmes. C'est une scène où en fait ils font un repas de la Belle Époque, c'est-à-dire qu'ils ont... c'est Thorne qui a ramené un steak, un morceau de viande qu'il a récupéré dans le frigo de Simonson qui a été assassiné. Donc voilà, c'est le truc, c'est presque Noël en fait, puisque je vous rappelle, ils sont habitués dans la vie de tous les jours à manger des produits synthétiques. En revanche, on a eu une série de scènes aussi où Thorne et Sol partagent leur appartement avec une famille qui a été plus tard supprimée. Je pense qu'en fait Richard Fleischer voulait essayer de ne pas trop se disperser et donc garder la concentration du spectateur sur ce couple de colocataires, ces deux personnages principaux. Image suivante. Retour sur Richard Fleischer, le réalisateur du film. C'est un réalisateur américain né le 8 décembre 1916 à Brooklyn, donc à New York, et mort en 2006 à Los Angeles. Il est le fils de l'un des pionniers de l'animation, Max Fleischer. Max Fleischer, ça doit vous parler, je pense. Moi, ça m'a parlé, mais ça me disait quelque chose, mais j'arrivais pas bien à savoir
d'où ça venait. Et en fait, Max Fleischer, c'était le producteur de Popeye et de Betty Boop. Et oui, les fameux cartoons de l'époque, des années 50, années 40, 50. Donc Richard Fleischer, il va tenter d'abord de devenir acteur. Mais il sera engagé finalement comme monteur de films d'actualité pour la RKO Pictures. Il réalise ensuite des courts-métrages, puis des films de série B, et enfin des films à gros budget avec des grandes vedettes passant en cours de route à la Fox et à la MGM. En 1953, Fleischer est engagé par Walt Disney Pictures pour résoudre la complexité technique du tournage de 20 milieux sous les mers, qui est un film qui a été réalisé en 1954, et donc c'est Richard Fleischer qui va réaliser 20 milieux sous les mers pour Disney. Et donc il a été recruté sur ce projet-là parce qu'il avait effectué un travail important sur le format cinémascope qu'il avait testé auparavant sur son film Arena, un film en 3 dimensions qu'il a réalisé quelques années auparavant. Et donc au cours de sa carrière, Fleischer a touché plusieurs genres. Il a fait du film noir, notamment avec Bodyguard. Il a réalisé L'Assassin sans visage, L'énigme du Chicago Express. Il a fait du péplum, avec notamment Barabbas, où joue Anthony Quinn. Il a fait de la comédie, avec l'extravagant Dr. Dolittle. Il a fait du western, avec Duel dans la boue. Il a fait du film de Viking, comme vous pouvez voir avec le fameux film Viking, avec Kirk Douglas et cet autre fameux acteur qui était au début de sa carrière, qui était un des acteurs de Amicalement Vôtre. Il a fait Le Voyage Fantastique, film de science-fiction. Je vous recommande aussi le film Viking, un excellent film de Viking, avec Tony Curtis, je l'avais pas vu. Et Ernest Borgnine également, qui était un grand acteur américain, qu'on voit dans pas mal de films. Il a une gueule. Il a aussi réalisé des films de guerre comme Le temps de la colère sur la guerre de Corée. Il a fait Tora sur l'attaque de Pearl Harbor, qui devait initialement être mis en scène par Akira Kurosawa, excusez du peu. Il s'est aussi illustré dans la science-fiction, notamment avec Le Voyage Fantastique. Outre 20 milieux sous les mers, Fleischer signe évidemment donc Le Voyage Fantastique, puis ensuite, juste après, Soleil Vert, d'après Harry Harrison. Ce dernier film, dont le ton est assez pessimiste, remporte un grand succès à sa sortie et est aujourd'hui considéré comme un classique du cinéma d'anticipation. Soleil Vert va devenir un véritable classique du cinéma d'anticipation. Et après Soleil Vert, la carrière de Fleischer va connaître un certain essoufflement. Il va obtenir quand même un petit peu de succès en 1984 avec Conan le Destructeur, dont on peut voir une image de tournage au-dessus. Vous voyez la différence de taille avec les acteurs. Donc c'est lui effectivement qui a réalisé Conan le Destructeur en 1984. Deuxième film du cycle de Conan avec Arnold Schwarzenegger. Mais la plupart de ses autres films, Ashanti, Kalidor, La légende du talisman, vont connaître un accueil plutôt frais. Et à l'annonce du décès de Richard Fleischer, le gouverneur de l'État de Californie, vous savez qui c'est, vous devinez de qui je parle, évidemment Arnold Schwarzenegger, ex-Conan le Barbare, avec qui il avait tourné, lui a rendu un hommage et a salué une véritable légende de Hollywood. Mais ce n'est pas tout, puisque maintenant nous arrivons au tournage du film. Le tournage à proprement dit. Le tournage s'est déroulé du 5 septembre au 3 novembre 1972 à Los Angeles et dans le comté d'El Segundo, un comté en Californie. Edward G. Robinson, qui incarne Saul dans le film. Oh, merci pour le raid, Maître Lee qui lance un raid avec un groupe qui vient de sa chaîne. Merci, Maître Lee.
Je ne saurais jamais assez te remercier pour ce raid. Merci à toi et bienvenue à tous sur ce live. Bienvenue Insolente, bienvenue Nono, bonjour à vous, bonjour Colonel Kappa, bonjour Colonel, et bonjour Nuyami. Bienvenue à vous. Donc on parle du film Soleil Vert aujourd'hui. Salut, c'est Maître Lee. Comment ça, Coco 0813, c'est toi Maître Lee? Ah, c'est Maître Lee qui nous envoie. Bienvenue à vous. Eh bien, est-ce que vous connaissez ce film, Soleil Vert? Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous l'avez déjà vu? On parle du tournage de ce film. C'est une séquence analyse de film. Salut, c'est Kai Killer. Bon, je continue. Jamais vu, non. Oh, mais il faut combler cette lacune immédiatement. Donc je vous invite à rester, puisque mon but, ma mission aujourd'hui, ça va être de vous donner envie de regarder ce film. C'est un film de science-fiction, voire d'anticipation. Un film culte, un film référence en matière de cinéma d'anticipation. Donc je disais que l'acteur Edward G. Robinson, qui joue le rôle de Saul, c'est-à-dire le vieux monsieur barbu qu'on voit sur la photo, qui est euthanasié dans le film, était totalement sourd quand il a fait le film, ce qui évidemment occasionna plusieurs problèmes durant le tournage, pour se comprendre, pour interagir avec les acteurs. Et ça a été sa dernière apparition à l'écran, ce grand acteur d'Hollywood. Et donc alors qu'il interprète cette terrible scène d'euthanasie, il est déjà très malade. Il était atteint d'un cancer et il va mourir peu de temps après la fin du tournage, le 26 janvier 1973. Charlton Heston a déclaré plus tard qu'il pleurait vraiment dans la scène de l'euthanasie où le personnage de Thorne découvre qu'il ne peut plus arrêter le suicide de Saul parce qu'en fait, il savait déjà, il était un des seuls pendant le tournage, Charlton Heston, il était un des seuls à savoir à ce moment-là que que Edward G. Robinson était atteint d'un cancer et qu'il allait bientôt mourir. Harry Harrison, le romancier, l'auteur du livre de Soleil Vert, de Make Room, fut également conseillé à la réalisation du main title, c'est-à-dire l'introduction du film, l'introduction qui est une succession de plans pour planter le décor, qui est un montage assez saisissant de toutes les étapes de l'industrialisation de la société, qui va montrer en accéléré l'essor de la société industrielle moderne du 19e siècle à nos jours, enchaînement de plans fixes issus de photographies de plus en plus violentes. Et cette séquence est servie par une musique signée Fred Miro, une musique assez angoissante et rythmée. Et donc, ce film-là, Soleil Vert, il faut savoir que... Alors, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des chiffres en termes de sortie, de budget, etc. Les seuls chiffres que j'ai trouvés sont les suivants. Le film a compté un peu plus de 2 200 000 entrées en France en 1973, soit le 3e meilleur score pour l'ensemble des films du réalisateur Richard Fleischer, après son autre film 20 milieux sous les mers sorti en 1955 et Les Vikings sorti en 1958. Aux États-Unis, le film a reçu un accueil assez positif, malgré des critiques, évidemment. Il y a eu des avis assez mitigés, et notamment le site web spécialisé Cinéma Fantastique a déclaré par exemple que le film Soleil Vert demeure quand même un monument du cinéma d'anticipation. C'est le dernier film tourné au studio MGM. Ce film, il a eu 2 prix. Il a eu en 1974 le prix du Festival international du film fantastique d'Avoriaz et il a eu un Saturn Awards en 1975 pour le meilleur film de science-fiction. Bienvenue à Shina Yado. Désolé, je dois y aller, mais c'est super intéressant. Eh bien, bonne route, bon après-midi à tous ceux qui doivent s'en aller. Merci d'être passés. Cette vidéo sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de la TV42 dans quelques jours, si vous voulez voir la totalité du live. Passons à l'image suivante. Alors, quelques petites anecdotes autour du film. Merci, je m'abo, c'est cool, merci. Et attention, un nouveau survivant aux portes de la brille. Donc, pour les anecdotes, merci pour le follow.
Dans le film apparaît le tout premier jeu vidéo, donc c'est l'écran que vous voyez en haut à droite, en haut à gauche de votre écran. Tout premier jeu vidéo commercialisé en série, Computer Space, créé en 1971 par Nolan Bushnell, aussi créateur d'un autre jeu célèbre, Pong, ça va peut-être parler à certains d'entre vous, et commercialisé par la société Nutting Associates. Donc c'est le premier jeu vidéo qui apparaît, enfin, dans notre premier jeu vidéo au monde, et qui apparaît dans ce film, dans le film Soleil Vert, dans l'appartement notamment du richissime Simonson qui va être assassiné. Autre anecdote, Harry Harrison, l'auteur du roman adapté dans ce film, fut si déçu par sa première expérience avec un grand studio hollywoodien qu'il jura par la suite que jamais plus il n'accepterait qu'une de ses œuvres soit adaptée au cinéma. Et il s'est exécuté. Autre anecdote, à sa sortie en France en juin 1974, le film était interdit aux moins de 12 ans. C'est dire si à l'époque il y avait certaines scènes, enfin la bien-pensance de l'époque jugeait qu'il y avait beaucoup de scènes qui pouvaient choquer le jeune public. L'action du film se déroule durant l'année 2022. Et oui, alors film sorti en 73, film d'anticipation, science-fiction, sur le futur de la société en 2022. Donc les amis, on n'en est pas loin, on est en 2020, je vous rappelle, on est bientôt en 2021. Donc peut-être que ça va se réaliser. Donc en 2022, comme dans les films, notamment Absalom 2022, qui est sorti en 1994, et American Nightmare aussi, sorti en 2013, dont l'action se déroule aussi en 2022, qui décrivent eux aussi un univers dystopique. Et donc on a aussi dans la série d'animation Futurama, juste au-dessus de moi, saison 1, épisode 1, dans la scène où Fry, le jeune Fry, se demande si le Slurm, la boisson gazeuse du distributeur, ne serait pas fait avec des cadavres humains, eh bien Lila lui répond que la marque Soleil Vert le fait déjà. Donc déjà dans Futurama, ils ont fait une référence, ils ont intégré la marque, la société Soleil Vert. Ouais, je vois que ça en fait rire certains. Ensuite, on a une autre anecdote, une autre référence. Dans South Park, par exemple, saison 4, épisode 13, la vidéo projetée pour les dindes avant de les tuer est une référence à la mort de Sol Roth quand il est euthanasié. Et ensuite, pour finir, une dernière anecdote. Dans le jeu Dungeon of the Endless, les deux personnages Squike et Gorg ont une capacité appelée Soleil Vert qui leur permet de gagner une ressource de nourriture tous les 3 ennemis tués. Waouh! Ce qui nous amène à l'analyse du film. L'analyse du film. Donc à ne pas confondre avec la pure science-fiction, le genre du cinéma d'anticipation se positionne généralement dans un futur plus ou moins proche, après une catastrophe naturelle ou morale ayant changé l'ordre du monde. Il est souvent l'occasion d'une dystopie et d'un récit profondément pessimiste. C'est ça en fait le cinéma d'anticipation. C'est souvent, on se projette dans l'avenir, mais souvent de manière pessimiste. Si on peut considérer que ces bases modernes, elles sont posées par le superbe et trop méconnu film de Ronald McDougall, Le Monde, la chair et le diable, en 1959, je vous le recommande très fortement. Ce film fait penser à Je suis une légende. Enfin, c'est un peu la base. Ce genre prend plus nettement son essor après la mythique Planète des singes de Franklin Schaffner, un autre film où intervient l'acteur Charlton Heston. La Planète des singes au début des années 70. Donc après les rêves de libération morale de la fin des années 60, le film d'anticipation, Soleil Vert, va être une bonne incarnation d'un certain contre-coup philosophique. Ça va marquer la fin des espoirs de toute une contre-culture. C'est donc naturellement que certains des films les plus importants du genre seront l'œuvre de cinéastes de la nouvelle génération. On va assister à un essor de ces films d'anticipation, comme THX 1138 de George Lucas, ou encore Silent Running de Douglas Turnbull.
Et c'est pourtant un homme qui pourrait faire figure de dinosaure survivant de l'âge d'or hollywoodien en la personne de Richard Fleischer qui va en signer le maître étalon de ces films d'anticipation en réalisant ce film Soleil Vert. C'est assez surprenant. Mais pourquoi ce film trouve le succès dans ce genre d'anticipation ? Eh bien, notamment parce que grâce au savoir-faire de Richard Fleischer. Comme il l'a fait tout au long de sa carrière, Richard Fleischer va démontrer à nouveau sa maîtrise du cadre et du format large. Et la composition des plans va relever d'une grande perfection classique. Et Soleil Vert va briller par sa sobriété et son esthétique. On le voit à travers ces images tirées du film. Mis à part quelques décors réalisés en matte painting, et une borne de jeux vidéo qui nous semble aujourd'hui fort désuète, le jeu vidéo dont on a parlé juste avant, Fleischer n'a pas cherché à imaginer un futur radicalement différent du monde contemporain. Il s'est donc peu trompé. C'est-à-dire qu'il est resté assez proche du monde contemporain des années 70, de l'époque. Ça se voit dans les tenues vestimentaires. On retrouve les mêmes tenues de l'époque. Donc en fait, il n'a pas pris énormément de risques en matière de projection dans le futur, en matière de design, en matière de tenue vestimentaire, de design de bâtiments futuristes, etc. Non, il a essayé de garder une charte graphique assez contemporaine de l'époque. Ce qui fait qu'en fait, ce film reste un film toujours actuel. Ça n'en est pas un film désuet. Ça reste un film sur lequel on va garder, le film va garder toute son importance par rapport à son histoire. Et c'est pour ça que ce film va rester intemporel. Et donc en faisant peu d'erreurs au niveau de ces... en essayant de ne pas prendre de risques, ou en ne prenant le moins de risques possible au niveau de ces designs futuristes, etc. Il se protège un petit peu, il fait le moins d'erreurs possible, ce qui fait que le film n'est pas hyper choquant. Enfin, les spectateurs, les critiques ne gardent pas d'image négative du film. Et donc, en ne se reposant pas sur une surcharge de trucage ou d'effets spéciaux, Soleil Vert va proposer finalement une vision d'un monde assez proche visuellement de celui des années 70, et d'une autre, finalement. Un choix qui renforce le réalisme du film, sa crédibilité et l'impact sur le spectateur qu'ont ces images et les événements qui vont nous être racontés dans ce film. Fleischer ne fait pas le choix de l'abstraction, mais il propose une solide intrigue policière. Et oui, c'est-à-dire, on est dans un film de science-fiction, un film d'anticipation, mais on va quand même garder des bases classiques, c'est-à-dire qu'on va incorporer à ce scénario, on va incorporer une intrigue policière. On est dans une enquête, il y a eu un meurtre, et le policier, Thorne, va mener l'enquête pour trouver le criminel, les origines du crime, etc. Donc finalement, on est dans un scénario très basique, très simple. Et c'est souvent le plus simple qui marche le mieux. C'est juste que c'est une histoire d'enquête policière qui est transposée dans une société du futur. Finalement, peut-être une recette qui marche. Donc, on est sur cette enquête menée par le policier Thorne, incarné par Charlton Heston, sur la mort de Simonson, un homme qui nous est présenté comme appartenant à la classe dirigeante. On a donc un film policier, simple, efficace, avec une enquête qui va révéler au grand jour un scandale de très haute importance. Un scandale en lien avec un sujet de société où il est très facile de partir dans de l'anticipation de manière pessimiste. On pourrait penser qu'un tel choix narratif pourrait manquer d'audace à une époque où les cinéastes modernes ont su se débarrasser des structures narratives classiques, notamment avec THX 1138. Mais en réalité, cette intrigue particulièrement réussie, c'est la garantie de captiver l'attention du spectateur jusqu'à la fin du film pour le confronter plus efficacement à l'ambiance du film
et aux propos qu'il ambitionne de délivrer, notamment le propos sur la surpopulation, et aussi sur la protection de l'environnement, sur les risques qu'encourt la planète. Ce sont des sujets de société assez lourds comme la peur de la surpopulation, les effets néfastes de la surconsommation et de l'industrialisation, qui sont généralement très difficiles à amener dans un film. Mais là, grâce à l'intrigue policière, on a un prétexte pour sensibiliser les spectateurs sur ces sujets-là, de manière, quelque part, de manière ludique, de manière divertissante. Et donc, dans une atmosphère étouffante et brumeuse, symbolisée par la poussière jaunâtre permanente qui envahit systématiquement les plans d'extérieur, on est dans une société où la nourriture s'est raréfiée, et le peuple ne se nourrit plus de légumes et de viande, mais d'aliments de synthèse produits par la société Soylent, qui a été assez malhabilement traduit en soleil dans le titre français et dans la version doublée, mais qui en tire, cette société, elle en tire une puissance économique immense. Et donc, la nourriture est une valeur forte dans Soleil Vert, et on a rarement filmé de manière aussi attirante un steak dans l'histoire du cinéma. Et oui, cette fameuse scène du repas de la Belle Époque dans le film. Donc par ces images, Fleischer, il va nous rappeler la valeur de plaisir simple, qui nous semble commun, mais qu'il faut veiller à ne pas perdre. Et c'est la même valeur qui est prise par la douche chaude, un plaisir presque inconnu que Thorne se voit offrir dans l'appartement de Simonson quand il mène l'enquête. Et oui, puisqu'il profite d'être sur le lieu du crime pour profiter de l'appartement du riche, enfin du richissime homme d'affaires qui a été assassiné. Et donc, comme lui ne va plus en bénéficier, Thorne va profiter un peu de tous les services, toutes les prestations de l'appartement du riche. Voilà, des services auxquels il n'a plus accès puisqu'il fait partie de la couche sociale basse. Symboliquement, on sait que l'homme qui incarne notre modèle de vie est condamné. Voilà, c'est le personnage de Saul, parce que c'est le seul dans l'histoire qui a connu la vieille époque, qui a connu l'époque où on mangeait des steaks, on mangeait de la vraie viande, on mangeait des légumes. Et donc, symboliquement, voilà, le spectateur va se projeter à travers ce personnage. Et ça va culminer dans la scène la plus mémorable du film, parce que dans le monde de Soleil Vert, on rejoint, une fois un certain âge atteint, on rejoint le foyer. C'est un lieu où on pratique l'euthanasie généralisée. Non sans avoir offert à celui qui va mourir un dernier plaisir, c'est-à-dire quelques notes de musique classique et la vision de paysages bucoliques désormais disparus. Voilà, une certaine nostalgie. On lui offre avant de mourir, j'ai envie de dire, pas une dernière cigarette, non, on lui offre la vision de ces jolies images de l'époque qu'il a connue avant l'époque de la société moderne et surindustrialisée. Allez, image suivante. Soleil Vert. Est-ce qu'il ne s'agirait pas, est-ce que ce ne serait pas quelque part un film prémonitoire ? J'en ai parlé au début du live. Soleil Vert, ça touche un sujet qui est vraiment d'actualité. Ça reste toujours d'actualité, il faut le reconnaître. Comme on l'a vu précédemment, l'idée originale du film, elle est liée au contexte d'une époque qui voit émerger les premiers partis écologistes. Ces mouvements sont les initiateurs d'une conscience environnementale importante et généralement revendiquée comme contestataire et inspirée par la contre-culture. Ils étaient déjà contestataires à l'époque et ils sont aujourd'hui toujours contestataires. Certains représentants de cette mouvance politique citent souvent le film comme représentation de vision apocalyptique de notre société dans un mouvement global de dérèglement climatique inexorable. Mais il s'agit d'une relation assez bizarre parce que ceux qui le citent, ce film, en référence, sont aussi souvent bien placés pour dénigrer son réel impact. Et en effet, on a par exemple le site Allociné en 2015 qui a cité un certain Olivier Palouero qui évoquait dans son article du Time Magazine au moment de la sortie du film, il citait cette phrase-là: un tel chaos écologique n'est que trop probable. Mais il y a tellement eu d'avertissements mélodramatiques à ce sujet dans les essais
et des fictions spéculatives comme celle-ci, comme le film Soleil Vert, que la répétition de toutes ces alarmes, finalement, ça émousse et use le sentiment d'urgence. Donc en fait, les mouvements écologistes et les représentants de ces mouvements ont presque reproché à ce film d'exister, et tous ces films d'anticipation, ils leur ont reproché d'exister, puisque ça, quelque part, ça contribuait à banaliser le discours alarmant sur ces thèses de dérèglement climatique, de protection de l'environnement. Donc, le discours souvent de ces mouvements écologistes et protection de l'environnement sont assez confus et se contredisent en permanence. Donc c'est assez intéressant de le souligner par rapport à ce genre de film. Et donc malgré toutes ces critiques et ces réactions, malgré tous ces différents courants de pensée qui ont donné leur avis, qui ont donné leur position par rapport à ce genre de film, les sujets traités dans ce film restent aujourd'hui toujours d'actualité. Dans le monde d'aujourd'hui, jamais l'écart entre riches et pauvres n'a été aussi important. Il faut le reconnaître. On est vraiment toujours en 2020, on est toujours dans le film Soleil Vert. On a 820, d'après une source de l'ONU, d'après ce que j'ai lu, on est autour de 827 millions de personnes dans le monde qui ne mangent pas à leur faim. Et les guerres pour le contrôle des ressources, en particulier les plus fondamentales comme l'eau, n'ont jamais été aussi présentes, alors que les différentes sociétés dans lesquelles on vit, sont de plus en plus sensibilisées à la chasse au gaspillage. Vous voyez, même dans les écoles, on est tout le temps en train d'enseigner aux gamins à ne pas polluer, à ne pas gaspiller, à faire le tri des déchets. Voilà. Là, notamment, le gouvernement Macron vient d'incorporer dans son gouvernement des ministres à coloration, avec des pensées écologistes, dominantes écologistes, pour essayer de toucher aussi ce public-là, pour essayer de se sensibiliser à ces préoccupations-là. Donc, on est vraiment raccord toujours avec le sujet touché dans le film Soleil Vert. Jamais la surconsommation et la surproduction n'ont autant été au cœur de l'actualité. C'est pour ça que ce film est toujours d'actualité. Un film de 1973, je le rappelle. Et d'ailleurs, autre petite anecdote très intéressante et assez, quelque part effrayante, j'ai envie de dire. En septembre 2019, on a un scientifique suédois, un certain Magnus Söderlund, professeur et chercheur à l'école des sciences économiques de Stockholm, qui aurait préconisé, durant une de ses interventions, il aurait préconisé contre le réchauffement climatique de manger de la chair humaine. Ah! Vous voyez que je dis pas des conneries. Même les professeurs de sciences économiques commencent à y réfléchir et commencent à suggérer l'idée. Tu peux rester Merci dans la pour brique. l'abonnement Dark On va Phoenix. manger des chips. Salut à toi, très sympa, merci. Donc j'ai envie de poser une question sur ce live. J'ai envie d'envoyer un message à Greta Thunberg si tu regardes ce live. Greta, toi qui est en train de mobiliser les foules et qui essaye de mobiliser les chefs d'État sur les préoccupations climatiques, est-ce que dans la continuité de tes messages et de ta pensée, de tes nombreuses théories sur la protection, sur le changement climatique, est-ce que tu préconises que nous mangions de la chair humaine, comme dans le film Soleil Vert? Est-ce que tu préconises ce genre de solution pour nous sauver pour lutter contre la surpopulation et pour protéger l'environnement? Salut Dark Phoenix. Voilà, c'est pour dire que voilà, on est vraiment dans des sujets d'actualité et que même la question de l'anthropophagie qui est dans ce film, qui est soulevée dans ce film, eh bien on se pose encore la question aujourd'hui. Et comme je disais de manière ironique tout à l'heure, je parlais des McDonald's, qu'est-ce qui vous dit que dans les steaks, dans les hamburgers de McDonald's, il ne s'agit pas de chair humaine qui vous est servie?
quotidiennement. Et comme par hasard, ce sont les McDonald's qui restent ouverts, qui ont le droit qui fonctionnent le plus activement pendant le confinement. Ah, j'ai rien dit, pas de complot, non, j'arrête. On n'arrête pas de dérive complotiste encore une fois sur ce live, sur la TV 42. C'est quoi Soleil Vert comme film ? Alors, du coup, Soleil Vert, je vais remonter au synopsis du film. Pour ceux qui arrivent, voilà, Soleil Vert, c'est ça, titre original Soylent Green, film sorti en 1973, film d'anticipation. Je vais vous montrer le synopsis. Voilà, comme ça vous en saurez un peu plus, et j'espère que je vous aurai donné envie de regarder ce film. Vous devez pouvoir le trouver en DVD ou peut-être en streaming. Franchement, allez regarder ce film, ça va enrichir votre culture cinématographique. Et ça va vous ouvrir aussi les écoutilles sur ce qui se passe encore aujourd'hui, sur le réchauffement climatique, sur la surpopulation, sur l'industrialisation de la société. Ce sont des sujets de société, ce sont des sujets d'actualité que ce film a traité déjà en 1973. Et aujourd'hui encore, on n'a toujours pas les solutions à ces problèmes. L'histoire du film se déroule en 2022 dans la ville de New York où, comme dans le reste du monde, la pollution et la surpopulation ont cours. Le manque de nourriture amène les autorités à créer des aliments artificiels et industriels conçus par la société Soylent. Société Soylent. Et donc, on va suivre le détective Thorne, assisté par le vieux professeur Sol Roth, véritable mémoire du temps passé, Thorne qui va enquêter sur la mort d'un certain Simonson, un riche privilégié proche des cercles dirigeants. Des Illuminati quelque part. Et donc alors qu'il progresse dans son enquête, Thorne va s'apercevoir que cette caste fait tout pour l'empêcher de découvrir la vérité. Et donc cette vérité que les riches industriels veulent cacher à la société, et dont les gouvernements sont complices, c'est que la société Soylent, qui a le monopole des produits synthétiques de nourriture qui sont distribués tous les jours aux populations, à l'occasion de nombreuses émeutes, eh bien, ces produits, ces tablettes synthétiques, ne sont pas des tablettes alimentaires, enfin ne sont pas à base de plancton ou de végétaux issus de la nature ou de la production agricole. Non, ces tablettes, il va découvrir que ces tablettes alimentaires sont faites à partir de chair humaine, à partir de personnes qui sont euthanasiées quand elles arrivent à la fin de leur vie. Elles sont euthanasiées de manière institutionnelle dans la société, et donc leurs cadavres ne disparaissent pas complètement puisqu'ils sont ensuite recyclés de manière industrielle pour fabriquer ces tablettes alimentaires qu'on appelle Soylent Green, ces fameuses tablettes vertes. Bienvenue dans la société de 2022, les amis, après s'être fait vacciner contre le Covid-19. Voilà, merci, vous pouvez me remercier pour vous avoir bien pourri votre journée. Voilà, je vous ai tout dit sur Soleil Vert. Maintenant, je vous invite... je crois qu'on a fait le tour de tout... voilà. Voilà, on était sur cette dernière vignette, donc le film prémonitoire. On a fait le tour de tout ça. Et maintenant, j'ai bien envie, pour finir ce live, qu'on se fasse un petit quiz, n'est-ce pas ? Un petit quiz sur le film. Ok ? Et donc, vous pouvez participer et donner vos réponses dans le chat. On va voir si ceux qui étaient là depuis le début, ou s'il y a des connaisseurs dans le chat, si vous allez pouvoir répondre à ces questions et si ça peut vous aider à connaître un peu plus le film. En vous amusant, bien sûr. Alors, en quelle année a été produit le film Soleil Vert ? Ou Soylent Green ? En 1972, en 73, en 76 ou en 2001 ? Ah, je vous donne 5 secondes. Plus le décalage du stream, ça fait 35. Alors, à votre avis, 72, 73, 76, 2001. 5. Dark Phoenix nous dit 73. Et c'est une bonne réponse. Effectivement, c'était 1973. C'est un film sorti en salle en 73, en France en 74. Ah, salut Chucky!
Est-ce qu'il y a des viewers parmi vous dans le chat qui sont nés dans les années 70? Je brûle de le savoir. Moi, je suis né en 75 et je vous emmerde. Et coucou, comment ça va, Chucky? Alors, on parle d'un sujet dans ce film qui peut peut-être t'intéresser, hein, puisque par rapport à l'actualité que tu as vécue ces derniers jours. Ah, Dark Phoenix est né en 79, donc ça va. Dark Phoenix, ça fait partie de mon club. Donc effectivement, un film sorti en 73 en Amérique, aux États-Unis, et sorti en 74 en France, interdit aux moins de 12 ans à sa sortie en France, hein, faut le rappeler. Deuxième question. Donc pour l'instant, Dark Phoenix, 1 point. Qui a réalisé ce film? Est-ce qu'il s'agit de Norman Jewison, Peter Yates, Peter Falk ou Richard Fleischer? Alors là, franchement, si vous pouvez pas répondre, on en a parlé pendant les 2 heures du live. Moi, je sais plus ce qu'il faut faire. Hein. Je vais peut-être je vais aller au McDo manger de la chair humaine, je ne sais pas. Ou alors si vous allez au McDo, ne prenez que des hamburgers végans. Et encore. On ne sait pas ce que c'est la salade qu'il y a dans les hamburgers végans. Est-ce que c'est des algues? Est-ce que c'est du plancton? Est-ce que ce sont des vrais végétaux? Est-ce que ce sont des produits plastiques? Tu viens d'arriver. Alors, je vais vous donner une piste. Le réalisateur a son nom qui commence par un F. Ah! Je sais pas. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux pas faire plus. Au hasard, Peter Falk. Ah! Mais non, mon pauvre ami, mais non! Ah! La grosse erreur! Non, Peter Falk, c'est Columbo! Alors, c'est l'acteur qui joue Columbo. Non, le réalisateur de Soleil Vert, c'est Richard Fleischer, qui a réalisé aussi 20 milieux sous les mers, qui a réalisé Viking. Et oui, tu t'es trompé, oui. Et oui, l'erreur était facile. Je vous ai tendu un piège sur cette question, je le reconnais. Question suivante. Toujours 1-0 pour Dark Phoenix. Qui interprète le rôle de Frank Thorne dans le film? Joué par... j'ai failli me faire avoir. Et donc, quel est l'acteur qui incarne Thorne? Est-ce que c'est Chuck Norris? Est-ce que c'est Paul Newman? Est-ce que c'est Charlton Heston? Est-ce que c'est Robert Redford? Est-ce que c'est Arnold Schwarzenegger? J'ai pas dit ce mot. On peut plus rien dire. Ou on peut dire, il s'appelait Arnold. Non, mais dans quelle société on vit? On va bientôt plus pouvoir manger de hamburgers, plus rien manger, plus rien dire. Ah, là, Chucky est sûr à 100% Charlton Heston. Et Dark Phoenix nous dit Robert Redford. Ah oui, Robert, il est assez beau, hein, il est beau gosse, Robert Redford. Mais non, c'est Charlton Heston qui incarne Thorne. Charlton Heston, un grand acteur américain hein, qui a joué dans beaucoup de films à succès, La planète des singes, des péplums, Ben-Hur, etc. Un grand acteur américain, un acteur de talent. Et une grande carrure, un acteur imposant avec un charisme. Donc un partout, un pour Dark Phoenix et un pour Chucky. Et le retour de Colonel Kappa. Question suivante, avant-dernière question. De quoi est composé véritablement le Soleil Vert, la fameuse tablette que l'on voit à l'écran? Donc j'en ai parlé juste avant, franchement si vous ne savez pas répondre là, je ne peux plus rien faire pour vous. Je pense que vous pouvez aller vous euthanasier à l'issue de ce live. Est-ce qu'il s'agit de poudre de jade? Oui, les 10 commandements effectivement, Chucky. Est-ce qu'il s'agit d'épinards qui sont contenus dans ces tablettes de Soleil Vert? Est-ce qu'il s'agit de champignons? Est-ce qu'il s'agit de pâté pour chat ou de chair humaine? Et c'est Sekai Killer qui a répondu en premier, donc un point pour lui. Effectivement, il s'agit de chair humaine. Chair humaine à laquelle ils ont rajouté, j'imagine, un petit colorant vert pour donner ce côté végan. Vous prendrez bien un petit peu de cervelle, là, mon cher. Enfin voilà, c'est assez effrayant ce film, hein, par les idées qu'il véhicule, mais c'est un peu la société d'aujourd'hui quelque part. La société d'aujourd'hui me fait peur.
Délicieux, oui. Salut Twitch Over. Twitch Game représente. Allez, dernière question. Un partout entre Dark Phoenix, Chucky et Sekai Killer. Dernière question. L'esprit général de ce film peut-il être un futur proche nous concernant très prochainement? Alors là, la question est posée. Là. Et ne me dites pas la question est vite répondue. Alors, la réponse à cette question, est-ce que c'est non, par certains aspects, très certainement. Deuxième réponse possible, non, je ne crois pas, il y a toujours les supermarchés. Troisième réponse, vous pouvez répéter la question? Quatrième réponse possible, non, car on sera tous morts du Covid-19 avant. Et cinquième question, oui, tout à fait, d'ailleurs, je suis moi-même cannibale. Ah, oui, tout à fait, je suis... Donc, Dark Phoenix est cannibale. Chucky aussi. La mer Noire. Ah, elle y est pas, celle-là. Comment on fait pour avoir des viewers? Écoute, moi-même, je ne sais plus, Twitch Over. Je ne sais plus comment faire pour avoir des viewers sur Twitch. Tout ça, c'est très aléatoire. Ça dépend, même en ayant une communauté, il y a des jours sans et il y a des jours avec. Et c'est Kai Killer qui est cannibale aussi. Donc la bonne réponse serait, par certains aspects, très certainement. Voilà, c'était la petite réponse qui tue. Non mais franchement, ça pourrait faire une bonne pub. La pub Soil and Green, ça pourrait faire une bonne pub. On pourrait très bien la voir sur les écrans aujourd'hui. Hein. Sur les écrans des téléviseurs, dans les émissions mainstream. Et je trouve qu'il y a beaucoup de cannibales dans ce chat quand même. Ça m'inquiète. Enfin voilà. C'est tout pour ce live autour du film Soleil Vert, Soil and Green. Tiens, on va revenir sur mon nouveau fond, voilà, que j'ai travaillé, histoire de le changer un peu, voir si ça fait plus ce streamer. Voilà. Tout à l'heure, tu me demandais, Twitch Over, comment on fait pour avoir plus de viewers. Déjà, il faut soigner son background, il faut soigner son décor, tu vois. Faut avoir un décor de streamer. Voilà. Okay. Ah, là c'est propre là. Là on est dans une ambiance chill, ambiance just chatting, mode Twitch game streamer, yeah. Ambiance ninja. Ok. Enfin voilà. Donc, il est 16h, dis donc. Nous voici arrivés au terme de ce live éducatif, entre guillemets. Plutôt live analyse de film. Deuxième live analyse de film, cette semaine c'était sur le film Soleil Vert de Richard Fleischer. Film d'anticipation. J'aime ton décor, Doz. Ah, ça vous plaît? Justement, tiens, donnez-moi votre retour par rapport à ce nouveau décor. Est-ce que voilà, on est pas mal? Est-ce qu'on est raccord? Est-ce que c'est un peu mieux que le décor précédent? Est-ce que ça attire le viewer? Est-ce que ça fait plus ambiance stream? Sinon, on pourra changer par la suite. C'est beau. Merci. Moi, j'aime ton t-shirt Blade Runner. Ah, c'est cool. Et Tyrell, et oui, effectivement, les réplicants, tout ça. Voilà, c'est pour être toujours dans cette ambiance, en fait, de société qui bouffe les humains. Cette société où on essaye de survivre, où quelque part, on est tiraillé entre tous ces sujets de société. La surpopulation, la surindustrialisation, la surconsommation, la surpollution, le changement climatique, le transhumanisme. Je crois que je vais aller m'euthanasier. Allez, c'est parti. Bon. Alors, j'espère que je vous ai donné envie, en tout cas, de voir ce film, de le découvrir si vous ne le connaissez pas, ou de le revoir si vous le connaissiez déjà, puisqu'en début de live, il y avait la vieille garde, hein, j'ai envie de dire, avec Babou, tout ça, qui était là avec moi, qui connaissent de près ou de loin ce film, donc ils savaient à peu près de quoi je parlais. La surdosisation, oui. Et... n'hésitez pas à vous le procurer, à essayer d'y jeter un œil.
ça enrichira votre culture, et puis ça va vous faire travailler là-dedans, ça va faire travailler à la fois l'imagination, et puis ça va vous faire vous poser des questions. En tout cas, c'était bien sympa. Et puis moi, je suis toujours content de pouvoir vous partager voilà, tous ces films qui ont marqué mon enfance, qui m'ont influencé dans mon développement et dans mon processus créatif, dans mon processus artistique. Je reviendrai, c'est cool. Merci. Jackie qui nous dit « J'ai vu ce film au lycée ». Ah, eh bien je t'invite à le revoir parce que en fait c'est bien aussi de revoir plusieurs fois les films et de les revoir plusieurs années après, puisque à chaque fois on est dans un état d'esprit différent et donc souvent on regarde le film avec un œil différent. Et c'est là qu'on découvre d'autres choses, de nouvelles choses. On comprend d'autres choses qu'on ne comprenait pas quand on était plus jeune. J'adore faire ça, à la fois pour les livres, les films, mais aussi les BD. Donc n'hésitez pas à y revenir plusieurs fois, à revenir bien plus tard sur ces choses-là. C'est toujours très intéressant. Je fais ça très souvent, Doz. Très bien. Prochain film, Full Metal Jacket. Ah, je ne sais pas, on verra. Il y a tellement de films. Je me décide souvent au dernier moment. Et puis aussi, peut-être... là, ce qui était bien avec ce film-là, c'était aussi pour avoir un petit lien avec l'actualité. Puisque là, aujourd'hui, ben voilà, on était sur ces sujets de société, climat, consommation, etc. Ok ? Ah, peut-être aussi des films sur les virus, tout ça, pourquoi pas ? Enfin, donc, juste pour info, je vous rappelle donc que les live analyses de films, ciné-live, sont disponibles quelques jours après le live, sont disponibles en replay sur la chaîne YouTube TV42. Donc je vous invite à vous y rendre, puisque normalement il y a déjà actuellement le live sur le film de la semaine dernière, Le Loup-garou de Londres, un autre film référence dans le cinéma d'horreur, et en termes d'effets spéciaux. Et donc le replay de ce live sera sur le Soleil Vert, sera disponible très prochainement sur la chaîne YouTube TV42. Je vous souhaite de passer un bon après-midi sur la TV42, c'était Dose Geek. Tiens, on va peut-être lancer un raid. Ah, Resident Evil, ah peut-être, pourquoi pas. Est-ce qu'on lancerait pas un raid sur un streamer de la TV42 ? Regardons qui est en train de faire un live. Il n'y a pas d'autres streamers de la TV42 ? Aidez-moi, s'il vous plaît. Sinon, j'arrête le live direct. Je me fais pas chier. Non, il n'y en a pas ? Donc, on va terminer ce live à l'ancienne. Bon, c'était Dose Geek sur la TV42. Je vous souhaite de passer un bon après-midi. Normalement, on se retrouve demain après-midi à partir de 15h sur le live dessiné sur la TV42 pour un nouveau personnage. Bon après-midi à vous. Continuez à laisser parler le geek qui est en vous, à regarder des films, à lire des BD, des comics, des mangas, des livres. Voilà, continuez à vous enrichir, à vous documenter, à augmenter vos connaissances, à développer votre champ de vision, à ouvrir vos œillères, à ouvrir vos oreillettes. Restez connectés sur la TV42 puisqu'il y aura un live ce soir à partir de 19h ou 20h, je ne sais plus. Et puis je vous donne rendez-vous aussi normalement mercredi prochain pour un autre live en mode analyse de film. On garde la surprise pour le film, ok ? Bien, et bien si vous en avez eu assez avec moi pour cet après-midi, je vais m'effacer, je vais vous libérer. Et puis si vous avez envie d'aller faire les courses, allez-y, tout en respectant les gestes barrières. Et si jamais vous trouvez du Soylent Green en rayon, n'hésitez pas à prendre une photo et à me l'envoyer. Je serai preneur, je brûle de savoir, je veux absolument savoir si on est déjà dans la phase Soylent Green ou pas. Parce que je vous rappelle que l'époque du film, l'époque à laquelle se déroule l'histoire du film, c'est en 2022, donc on n'est pas loin. Peut-être même qu'on trouve déjà du Soylent Green en rayon, à côté du Nutella. Donc faites attention, ne vous laissez pas prendre au piège. Si vous voyez du Soylent Green, c'est de la chair humaine. Bye bye à tous!
Bienvenue